Alors, nous allons passer 1 heure ensemble, 1 heure pendant laquelle vous allez pouvoir écouter une histoire présentée à plusieurs voix. L'histoire de la genèse, de la mise en œuvre et de l'utilisation des espaces d'apaisement. À plusieurs voix, car vous allez entendre des interventions courtes et portées par des narrateurs venus d'horizons différents. Chacun des participants va vous raconter une partie du projet de son point de vue spécifique, selon son regard. Ainsi, vous écouterez tour à tour des usagers, des soignants, une architecte, des designeuses, ainsi qu'un anthropologue. Et ces différentes interventions seront ponctuées d'intermèdes théâtraux et sonores qui viendront illustrer cette thématique des espaces d'apaisement. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à l'expérience du service pilote, le G28 du site d'Avron. Alors, ouvrez bien vos oreilles, l'histoire commence. Et donc, pour cette première intervention, je vais passer la parole à monsieur Philippe Cadeau, qui est usager des soins et bénévole à la Maison des usagers. Donc, en fait, 2 dialogues vont être lus que j'ai écrits en relation avec les espaces d'apaisement. Donc, je vais lire un texte de présentation. Donc, ces 2 dialogues s'inscrivent, pour le dire vite, dans un parcours en 3 étapes de militants associatifs en psychiatrie. Les 2 premières se ressemblent dans ceci qui prévalait une logique de face à face au sein d'un environnement de pairs. D'abord bénévole à la Maison des usagers, j'avais en effet pour mission essentielle de parler à des visiteurs de mon expérience de la maladie psychique. Devenir dans un deuxième temps intervenant via l'aide du psychome dans des séminaires ou colloques constituait comme le prolongement naturel de cette action. J'écrivais un texte, respectant cette contrainte qu'il parte de mon expérience afin de le lire, puis de répondre aux questions du public. Dans les 2 cas, ce que le monde demandait m'apparaissait de façon claire. Il n'en a plus été ainsi lorsque j'ai répondu à la demande du LABA de porter la voix des usagers devant des professionnels pour aider à définir un espace d'apaisement en cours d'expérimentation que je n'avais, et pour cause, jamais connu. J'ai eu l'impression de devoir me faire entendre dans un concert de voix dont je distinguais bien le chef d'orchestre par ses apparitions épisodiques, tout comme je devinais le rôle des uns et des autres au sein de cet ensemble. Sans partition pour ma part, et malgré la bienveillance de tous ces professionnels, j'improvisais au risque de la fausse note. Ce qui est très bien comme ça. Je ne suis pas à la demande d'une formation de l'usager, définissant et encadrant ses actions. Car j'ai à trouver ma voie en tant qu'usager et ne tiens pas à ce que d'autres le fassent pour moi. À l'issue d'un COPIL, comité de pilotage de ce projet, la forme du dialogue s'est imposée comme en réponse à ce concert de voix. Un usager, qui n'est plus moi, se confronte à 2 représentants typiques d'une spécialité, la designeuse et l'anthropologue, qui ne sont plus les professionnels rencontrés. La part de fiction l'a emporté sur le récit expérientiel que je racontais dans le cadre de la Maison des usagers et du psychome, ou à travers des livres témoignages. Me basant à l'occasion sur des propos glanés dans des réunions, propos de coulisses, comme disait l'infirmier, aspect de la réalité à ne pas négliger pour quelqu'un situé par définition en dehors du terrain des opérations, en me basant sur les pages web des services concernés, et surtout sur les documents internes qui m'étaient transmis, je mets tous ces éléments en rapport avec la logique propre de ces 2 savoirs. Mon propos n'est donc pas de délivrer un point de vue sur les espaces d'apaisement, j'essaie plutôt d'offrir un naïf contrepoint questionnant cette interdisciplinarité à l'œuvre, à l'écoute de laquelle se perd le simple usager. Donc à noter que ces 2 dialogues sortis de mon imagination, ce qui ne veut pas dire de nulle part, forment les 2 premiers morceaux d'un ensemble de 25 en voie d'achèvement sur la psychiatrie en général. Par cette forme que j'expérimente, j'espère rendre plus vivantes les impressions d'une personne depuis trop longtemps concernée par les effets sur sa santé d'un hôpital et ses multiples services à l'organisation tentaculaire. Je vais donc passer la parole au docteur Boiteux, qui est donc chef de pôle du G28, lieu d'expérimentation du premier espace d'apaisement.
qu'un espace d'apaisement. Moi, je l'ai vécu en tant qu'espace d'humanité. Mais après, au niveau du cœur, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai été, par rapport à la pièce, touché au niveau du cœur. Quand je suis venu ici, j'étais agité, je savais plus où j'en étais. Et, et évidemment, il y a des soins qui nous sont prodigués, mais en même temps, on est toujours livré à nous-mêmes. Cet espace-là, j'ai pu me retrouver un peu comme un petit enfant. Ça m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur. C'est ça qui était chouette. Bonjour à tous, merci pour cette fabuleuse journée. Et je vais commencer après ces premiers mots de Monsieur R pour tout d'abord dire à quel point, en tant que chef de pôle du 28e secteur, qui est donc le site d'expérimentation, à quel point je suis fière des professionnels qui ont relevé ce défi, que ce soit les soignants, les médecins, et puis l'équipe du LABA à nos côtés, mais aussi l'anthropologue, enfin bon, tous ces professionnels, et à quel point je suis fière aussi des patients qui, il faut bien le dire, au sein de cette unité de soins intensifs, ont relevé le défi en même temps que nous et nous ont accompagnés sur cette expérimentation, et ça c'est vraiment très très précieux, donc une grande fierté de ce travail. Pour ce qui est de la genèse du projet, donc je ne vais pas reparler du cadre que vous avez sur la diapositive, qui est un cadre à la fois national et local qui est issu quand même, en effet, des tentatives de diminution du recours à la contention et à l'isolement, puisqu'on est parti de ça. Donc du coup, qui traverse à la fois notre pays, mais aussi nos institutions au cours, depuis ces dernières années. Peut-être pour faire un focus qui n'est pas sur la diapositive, c'est sur la genèse par rapport au service et à ses particularités. Quand j'ai pris la chefferie de pôle de ce service, il y avait une unité soins intensifs qui était déjà préexistante, mais il y avait 10 lits scellés. Ces 10 lits scellés accueillaient régulièrement des patients qui n'étaient pas suivis par le secteur, qui étaient dans des états de désorganisation et d'agitation aiguë. Et donc ce service n'intervenait quasiment que sur de l'isolement et de la contention. C'était excessivement violent pour les patients qui arrivaient dans une équipe qu'ils ne connaissaient pas à un moment où ils allaient le plus mal. C'était excessivement violent pour les équipes qui ne faisaient que ça et qui n'avaient pas qui n'avaient pas la main sur les choix thérapeutiques puisque les patients allaient repartir dans leur service après. Et c'était excessivement violent pour le collègue PH responsable de cette unité. Et donc, c'est en partant de ce constat-là, en arrivant dans cette unité, où tout le monde a commencé à me dire « mais ça ne nous va pas, ça ne nous va pas », on a fini par commencer à déceler les lits. Et puis, de déceler les lits, on a changé un peu le cadre. Et on s'est dit « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait imaginer pour accueillir ces patients au sein de cette unité ?» Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis aussi fière, parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'idée, on en discutait avec Karine au départ, etc., d'un espace autre, en fait, qu'on ne savait pas nommer. Et tout le monde a suivi, que ce soit les patients et bien évidemment, et l'équipe. Donc, cette petite unité, c'est vraiment une unité de soins intensifs au sens où on l'entend d'un point de vue médical, c'est-à-dire que ce n'est pas une unité de 20 lits avec au milieu... voilà, c'est une unité de soins intensifs. Les patients qui sont accueillis, c'est vraiment les patients qui sont en état de crise. C'est quand on va le plus mal possible. C'est comme en cardiologie, c'est comme en pneumologie. C'est quand on n'a plus le souffle qu'on va en musique, donc en cardio. Là, c'est quand on n'a plus le souffle psychique qu'on est admis dans cette unité-là. C'est une petite unité, c'est 10 lits. Ça met en rage nos DRH parce qu'en fait, c'est très consommateur de moyens humains, mais il faut ces moyens humains pour pouvoir accompagner et soigner ces crises. Et donc, vous voyez, c'est une unité qui est tout en longueur. Et au sein de cette unité, il y avait deux chambres d'isolement, en plus des 10 lits installés, qui sont les espaces rouges et jaunes que vous avez en haut de la diapositive. Et puis, chemin faisant, on avait déjà décelé les lits. On s'est dit, mais on n'a pas besoin de chambre d'isolement. Donc, on va penser à un autre espace à la place d'une chambre d'isolement. On va proposer autre chose. Et donc, le Covid est arrivé, mais on s'est aperçu que notre projet était bien fondé compte tenu de l'espace qui s'est restreint en hospitalisation du fait des raisons infectieuses. Et on a donc décidé de fermer définitivement une des chambres d'isolement et d'essayer de penser à un autre lieu. Donc, Karine vous donnera la méthodologie tout à l'heure du travail. L'idée au départ, c'était d'avoir un endroit
qui soit plus accueillant, plus chaleureux, plus couconnant, enfin voilà, une sorte de cocon, qui ne soit pas la chambre d'accueil, qui ne soit pas la chambre d'isolement, qui ne soit pas une chambre, voilà, qui soit un lieu d'accueil, enfin en tout cas chaleureux. Avec l'idée que peut-être si on disposait de cet accueil et de cet espace, peut-être qu'on arriverait à avoir un climat qui entourerait le patient, qui éviterait le moment d'angoisse, qui éviterait l'agitation, pourquoi pas éviter l'isolement. Et du coup, pour ceux qui malheureusement avaient dû être contraints à être mis dans l'espace d'isolement, enfin la chambre d'isolement, de pouvoir raccourcir ces durées d'isolement. Et puis, on s'était dit, donc ça va dans le sens aussi de prévenir l'agitation, etc., ça allait diminuer le nombre de mises en chambre d'isolement. De fait, ça l'a fait, hein, parce que comme on n'en a plus qu'une sur deux, on a chuté de 50% nos isolements, ça a été très pratique. Mais c'était pas, en fait, voilà, c'est plus complexe que ça, comme le disait Madame Moutabécha ce matin. En fait, il faut regarder aussi la longueur, enfin, il y a plein d'autres éléments à regarder. Alors, cette salle d'apaisement, voilà tout ce qu'elle n'est pas. Alors, en sachant que je ne l'ai pas cité sur la première diapo, mais il y a une directive qui vient de sortir. Ça y est, c'est dans la loi. Alors, ça me fait un peu bondir. Il va falloir que tous les établissements se dotent d'espaces d'apaisement avec un infirmier dedans. Mais il faut aussi qu'ils aient une salle d'ergothérapie, des espaces extérieurs. En fait, il y a quelque chose qui vient de paraître au journal officiel qui définit tous ces espaces-là. Voilà, enfin, je disais en aparté, je ne sais pas si on définit à ce point-là dans la loi des autorisations, comment doit être une salle de réveil post-coronarographie, alors qu'on voit tout et n'importe quoi et qu'on est parfois très très mal reçu. Mais en tout cas, là, c'est la loi qui va nous imposer. Peut-être trop protocoliser les choses, mais c'est un peu dommage. Donc voilà, la salle d'apaisement, ça fait partie. C'est un dispositif qui voilà, se mêle à d'autres dispositifs dont on peut se saisir et que l'on peut utiliser lorsqu'on accueille des patients en hospitalisation. J'ai envie de dire toutes disciplines confondues, après tout. Je vais arriver assez vite sur les retours d'expérience quand même de cette salle. Alors, ça n'a pas du tout permis de prévenir, il faut dire ce qui est, l'isolement des états très très aigus. Ça, c'est une grande déception générale, mais non, parce qu'en fait, souvent, malheureusement, les états de crise très très aigus qui nécessitent l'isolement, ce sont des patients qui arrivent des urgences et avaient une comorbidité de prise de toxiques. Donc, on est dans des moments très aigus qu'on n'arrive pas à sortir, en tout cas pour ce qui reste dans le service, on n'arrive pas à ne pas recourir à l'isolement à ce moment-là. Néanmoins, c'est un espace absolument génial. C'est un espace qui n'est absolument pas dégradé, qui est absolument respecté. Les patients s'y trouvent, soit seuls, à plusieurs, avec des soignants. Alors la photo est absolument mensongère. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil à bascule, on l'a enlevé. Ce sont que des poufs type Fat Boy. Donc tout le monde se prélasse dans cet espace de façon corporelle, de façon très très détendue. C'est hyper important. Il y a le tapis que vous voyez qui permet de faire du yoga, de la relaxation, enfin, etc. Donc vraiment, c'est un espace qui est très très investi, très respecté et qui est très usité. On s'est aperçu que ça pacifiait. Le mot de paix est important. Ça pacifiait le climat de l'unité. C'est moins tendu, c'est moins une espèce d'usine industrieuse avec les professionnels qui courent partout. Et ça permet de répondre à ce qu'on on constate, qui est plus une dysphorie chronique qu'une dysphorie aiguë. Ça répond moins à une crise que à ce continuum des patients qui sont mal, donc angoissés, qui parfois s'ennuient parce que c'est long, une hospitalisation, alors que nous, on est en train de courir partout. Les patients nous disent que c'est un espace de liberté, vous l'entendrez tout à l'heure, un espace de ressourcement. C'est un espace qu'ils investissent tout au long de la journée et le soir. C'est une porte ouverte complète, hein, du matin au soir, voire en début de soirée, voire la soirée, puisque l'équipe de nuit l'utilise aussi parfois pour se réunir avec les patients, prendre une tisane, discuter dans les gros poufs. Enfin, c'est quelque chose de très confortable. Ce qui remporte beaucoup les suffrages, c'est l'écoute musicale, mais aussi le tableau ardoise,
à tel point, c'est que moi j'en veux partout maintenant. On a tout un mur qui est en ardoise et où on peut créer, mais aussi aller mettre que son psychiatre est un con, on l'efface et puis ça va mieux après une fois qu'on l'a écrit sur le tableau. Donc vraiment un espace qui a permis aux patients même sur des temps de crise, c'est vraiment des patients en état très très aigu, mais sur ces moments-là de pouvoir ressurgir, j'ai envie de dire, eux-mêmes, et de se réapproprier un peu certains petits actes de la vie quotidienne avant de se les réapproprier complètement. Voilà, j'ai tenu mes 5 minutes. Bravo, bravo Catherine. Donc, je prends la suite dans une logique totale. Donc, en vous présentant rapidement aussi en 5 minutes la manière dont nous avons travaillé. Donc, vous avez là une timeline, comme disent les designers, pour voilà, marquer un peu les étapes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste dire qu'entre la demande du service et l'ouverture, il y a 1 an qui sont passés. Donc, on a passé beaucoup de temps avec vous, Catherine, Marie-Hélène, avec toute l'équipe. Évidemment, on ne peut pas passer tout ce temps-là pour chaque expérimentation. Dire aussi voilà, qu'on a travaillé d'abord sur une revue de littérature avec l'équipe. Ensuite, il y a eu toutes les étapes que je vais vous présenter à présent. Et là, maintenant, l'espace d'apaisement, vous avez 1 an de recul. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment ça vit dans le temps. Alors l'immersion, quelque chose d'extrêmement importante dans nos méthodologies. Donc là, on est venu plusieurs fois, plusieurs après-midi à 3 avec donc 2 designers et moi-même. On s'est installé dans un petit bureau qui s'appelle le bureau de l'interne. On n'a jamais vu un interne, mais en tout cas, il s'appelle comme ça. Et on a fait un peu ce qu'on appelle, pour rigoler un peu dans l'équipe, un atelier kermesse. C'est-à-dire qu'on s'installe, on installe tous nos goodies, nos outils d'interaction, de relation. Et en fait, les soignants, comme les patients, viennent nous voir quand ils peuvent, 5 minutes, 10 minutes, voilà, selon le temps qu'ils ont, parce que les soignants, c'est compliqué de les bloquer pendant 1h30. Voilà. Et là, donc, on a capitalisé vraiment beaucoup de matériaux pour comprendre. L'idée de l'immersion, c'est comprendre, c'est collecter l'expérience des usagers, des professionnels, essayer aussi d'objectiver leur espace et leur temps vécu et de savoir aussi ce qu'ils veulent. Donc, collecter leurs souhaits, leurs recommandations, leurs craintes. On a réorganisé tout ce matériau donc en 5 thématiques, une thématique autour du temps, une autour de la sensorialité, une autour du récit, de se raconter, une autour du faire et puis une spécifique autour de la nuit qui a d'autres problématiques. Et comme on est arrivé en plein confinement et qu'on n'a pas pu partager du coup ce travail in situ, on a créé ces newsletters qu'on a adressés à l'ensemble des infirmiers et enfin, de toute l'équipe médicale et paramédicale du G28. Et du coup, ça a joué un rôle dans le temps parce que les infirmiers nous ont dit après qu'ils se sont beaucoup appuyés sur ces newsletters quand ils ont ouvert l'espace d'apaisement et qu'ils devaient se souvenir de « Ah, mais au fait, qu'est-ce qu'on avait dit ?» Enfin voilà, donc ça, c'était assez précieux. On a aussi, à partir de ce matériau et de ces interactions, dégagé un cahier d'intention, donc intention de conception. Je ne dis pas qu'on a répondu à tout ça, mais c'est en tout cas ce qui nous a porté pour faire cet espace. Donc la présence de réintroduire des objets personnels comme support de relation et d'autonomie, soigner la porosité entre le dedans et le dehors, c'est-à-dire qu'on est vraiment très anti-boîte noire ou boîte blanche. Donc se situer dans la cité, dans le temps partagé, conserver des repères spatio-temporels, travailler les transitions, tant que faire, essayer de travailler aussi l'expérience esthétique qui mobilise l'empathie, la sublimation, l'émotion, envelopper, faire appel à la sensorialité, faire des espaces qui ont du sens, des espaces signifiants et enfin faire avec, restaurer la capacité d'agir. Voilà, donc à partir de là, on a fait des propositions de conception. Les designers ont travaillé au là-bas, ont commencé à proposer des pistes, à faire des maquettes, à faire des croquis. Et on a fait des ateliers de co-conception pour aller plus loin, pour proposer des choix. Donc comment nommer l'espace, les choix de couleurs, quel type d'aménagement, quelles activités proposer, etc.
Je ne rentre pas dans les détails, sinon je ne serai jamais dans les 5 minutes. Et ensuite, on a mis en place un protocole d'évaluation. Alors, ce n'est pas une évaluation de type, de niveau, on va dire, recherche ou études cliniques. Bien entendu, on n'a pas du tout cette ambition ni les moyens de faire ça, mais c'est ce qu'on appelle plutôt une évaluation d'usage. Donc, en gros, comment il y a eu un journal de bord tenu par les infirmiers. Et ensuite, on a fait des entretiens, un focus group, pour savoir comment cet espace était utilisé, par qui, combien de temps, qu'est-ce qui était utilisé et surtout quels en étaient les retours qualitatifs. Voilà. Et juste pour terminer sur l'évaluation plutôt du point de vue du design, ce qui est marquant pour cet espace d'apaisement, c'est qu'il fonctionne sur 2 pieds. Un qui relève de l'expérience, c'est-à-dire vraiment ce qui a été apprécié, souligné par les infirmiers et surtout par les usagers, c'est la qualité d'expérience de perception, donc d'expérience esthétique, et puis le fait aussi que c'est un espace qui est activé, c'est pas un espace qui est imposé, c'est-à-dire que pour l'investir, il faut effectivement prendre la craie, faire des dessins, poser des magnettes, choisir sa posture corporelle, donc il est investi et il est habité. Et bien entendu, l'appropriation par l'équipe est indispensable. Enfin, c'est même un travail de l'équipe pour aboutir à ça. Et pour accompagner cette appropriation, on a aussi proposé les ateliers réconfort, dont vous allez entendre parler, quel teaser, dans une demi-heure. Et puis, bien entendu, l'espace n'est pas autosuffisant et il doit être accompagné d'un parcours de formation sur lequel nous sommes en train de travailler, notamment avec Emmanuel Jouet du laboratoire santé mentale SHS. Voilà. Et... Alors, nous allons accueillir à présent pour une première petite scénette théâtrale, et nous les remercions chaleureusement, Mademoiselle Schumann et Nora Medioui. J'ai un problème. J'ai donc conçu un espace d'apaisement. Pas toute seule, bien entendu, mais j'en suis en partie responsable. Notre projet était d'améliorer la prise en charge des patients en situation de crise. Les premiers résultats sont encourageants. Non seulement cet espace n'a pas été dégradé, mais il n'y a plus de graffiti dans le reste du service. Les malades ont utilisé les ressources de ce lieu chaleureux pour pallier l'ennui de l'hôpital. Comme je l'avais prévu, la beauté a opéré. Où est le problème? Cela marche? Que trop. Les équipes soignantes ont été agréablement surprises, mais pas là où elles l'attendaient. Elles avaient demandé un outil pour soigner des patients en situation de crise. Et elles observent des patients s'en servir eux-mêmes au-delà de toutes leurs espérances. C'est qu'elles n'en saisissent peut-être pas le sens esthétique. Leur métier les obligerait plutôt à développer un sens thérapeutique. Et qu'à travers cette lorgnette, ce que peut offrir votre espace s'en trouve tout déformé. Pensez donc, des malades surpris à faire comme tout le monde dès lors qu'on les met en condition d'oublier qu'ils sont malades. Cela en dit long sur le fonctionnement de l'hôpital. Mais j'ai prévu une journée d'études pour poser le problème. De l'hôpital? Révélé par ce lieu de liberté pour des patients privés de liberté? Vous n'y pensez pas. Cette question est beaucoup trop large. Je suis designeuse et ne veux ni ne peux m'éloigner des questions du design. Vous connaissez cette histoire du fou qui cherchait sous un lampadaire les clés qu'il avait égarées dans le noir parce que l'endroit était éclairé? Clés déposées à son entrée, dans le coffre de l'hôpital, et précieusement gardées par le vaguemestre. Vous l'avez oublié. Comme vous négligez que chercher sous la lumière était sa seule chance de découvrir quelque chose. Et pourquoi pas le double de ces clés? À vous entendre, je trouve que les lunettes de la désigneuse valent bien les lunettes de l'infirmière. C'est qu'en effet, à chacun sa spécialité, son métier et ses responsabilités. Je voudrais bien savoir, vous, avec quelles lunettes vous voyez l'hôpital, Madame l'usagère? Disons que je cherche à relever les causes là où elles se sont perdues. De telles idées sont grandioses, mais parfaitement inutilisables, de sorte que tout le monde s'en détournera. Songez qu'usagé est presque complètement jeté. Nul ne se soucie de moi, si bien que, bien plus libre qu'un directeur, je ne souffre de rien. Lettre pour lettre et mot pour mot. Souffrez pour ma part que je me limite à penser l'hôpital. Toutes vos pensées faites pansement? Pour un hôpital où tout ne serait qu'ordre, calme et beauté. À travers les objets de design sortis de votre labo? Croyez-vous qu'une réflexion sur les couleurs, la lumière et le mobilier d'une pièce où sont mis à disposition de personnes sinon désœuvrées de la musique, instruments et lecteurs,
Un tableau pour écrire ou dessiner, des livres et des images, des accessoires d'automassage, des fiches explicatives pour faire des exercices de yoga, etc., etc., soit à tenir pour rien. Je conviens que nous sommes à milieu de la condamnation à la clé des brancardiers par le psychiatre de service. Mais trop fini pour votre royaume du moins que rien et des vastes champs de l'infini. Car je regrette que la question du fonctionnement de l'hôpital ne soit traitée qu'en creux. Quand émergeait avec votre espace la garantie d'un droit d'asile accordé aux patients en un lieu sanctuarisé, et par là, paradoxalement, plus hospitalier que l'hôpital, dont il fait spatialement partie, mais avec des privilèges extraterritoriaux. Intéressant, mais large. Large, trop large pour moi. Je vous invite plutôt à aller faire un tour du côté des sciences humaines et sociales. Ces chercheurs ont comme philosophie que traiter le patient, l'hôpital et la société forment un tout. Vous trouverez à coup sûr là-bas ce que vous cherchez. D'ailleurs, nous travaillons avec eux. Leur anthropologue s'est même invité au sein de cet espace dans une démarche d'observation participante. Je suis certaine que vous trouverez grand intérêt à discuter avec lui. Eh bien, merci. J'ai toujours rêvé de rencontrer un anthropologue. Merci beaucoup, mesdames. Et je vous précise que ce petit texte avait été écrit par Monsieur Cadeau, donc, qui a présenté tout à l'heure son travail. Quel extrait sonore ? Donc, on vous propose à présent un second extrait sonore, donc, du même usager, là, du G28, Monsieur R. Oui. Qui n'a pas pu être là aujourd'hui, voilà, mais tout à fait, qui avait donné son accord pour cette diffusion sonore. Là, après ce qui m'était arrivé, je, tout seul, retrouvais donc un environnement simple et agréable et abordable, en autonomie et en touchant, voilà, me rassurant, voilà, il y a un cadre sécurisant, il n'y a pas de chimie, on ne m'agresse pas, on ne fait rien, c'est moi seul qui reprends contact avec ma propre réalité et du moment. Parce que l'espace d'apaisement, il n'est pas ouvert tout le temps. Donc, il est ouvert pas mal, mais pas tout le temps. Voilà. Et donc, oui, je me rappelle, et puis là encore, je touchais le bois, il y avait la craie, c'est agréable de toucher la craie. Moi, je suis dessinateur. Mais c'est en rapport quand même avec l'enfant, il joue pas avec grand-chose. La craie, c'est suffisant, c'est bien. Voilà, on sent, en plus, la craie, il y a la texture, c'est très sensuel, ça prend quand on prend la craie, c'est gras, ça craque, on sent les petits grains qui s'écrasent comme ça grassement contre la texture du tableau noir, ça fait des couleurs, il y a quelque chose de... C'est des simples impulsions comme ça légères mais qui apportent un fin bonheur, ça permet de petit à petit de retrouver comme un souffle intérieur au niveau de l'âme et du corps, vous voyez ? Alors, je vais donner la parole à présent à Monsieur Troiseux pour son retour d'expérience à partir d'une observation anthropologique. Merci. Alors, je vais juste préciser avant d'être anthropologue, je suis une personne, hein, parce que l'anthropologue. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, je vais lire parce que sinon je ne tiendrai jamais dans les 5 minutes. Hein. Donc les notes de terrain que je m'apprête à vous partager, elles sont issues d'une ethnographie de plusieurs mois réalisée dans l'unité de soins intensifs du pôle 75 G28. Et ces notes, en fait, recouvrent une période de la période de préouverture de l'espace d'apaisement au premier mois de son inauguration. Et donc c'est dans la temporalité de l'anthropologie vraiment une phase exploratoire du travail et pas du tout des résultats définitifs. L'objectif initial était d'observer en fait, la mise en place de l'espace d'apaisement et d'en étudier les possibles effets sur le fonctionnement de l'espace, du service et des acteurs présents. Ce travail s'inscrit dans une approche donc, classique de l'anthropologie, axée sur l'observation, les échanges informels, les prises de notes et l'imprégnation du chercheur dans le quotidien des acteurs professionnels et personnes hospitalisées. C'est-à-dire une démarche donc, dite d'observation participante et qui est possible grâce aux personnes, à l'équipe qui m'a très bien accueilli et aux personnes aussi hospitalisées qui ont accepté que je sois là, sinon je ne serais pas venu. Je ne peux pas m'inviter comme ça. Donc, lorsque j'ai commencé à me rendre dans le service, l'espace d'apaisement était encore en travaux. Il prenait forme progressivement, la peinture séchait, les différents objets qui composent aujourd'hui la pièce étaient progressivement acheminés. Et à chaque ouverture de la porte, c'était l'occasion d'une discussion sur ce nouvel espace du service, ses objectifs, ses usages,
La notion d'apaisement était discutée, parfois confrontée ou remise en question. Un doute constructif s'instaurait et se diffusait dans les couloirs. Alors que la notion d'apaisement se matérialisait progressivement sous nos yeux, les activités du service ne se sont pas arrêtées. Les entretiens, la prise de médicaments, le temps des repas, les sorties, l'accueil des nouvelles personnes, les transmissions, mais aussi les pauses cigarettes ou les différentes interactions continuaient de ponctuer le quotidien des équipes et des personnes hospitalisées. Donc, durant cette période d'attente et de questionnement sur l'apaisement et son ouverture, il est apparu que les acteurs du service utilisaient déjà une série de stratégies pour tenter d'éviter ou de remédier à des situations identifiées comme conflictuelles ou encore possiblement initiatrices de désordre. Car dans son sens commun, le verbe « apaiser » renvoie d'abord à l'action d'amener quelqu'un ou une situation vers une condition de calme ou de paix. Et dans le cadre de mon approche, je privilégie de regarder la dimension relationnelle et collective de l'apaisement. Ce qui permet d'insister sur le fait que l'apaisement apparaît d'abord comme un processus, c'est-à-dire un passage d'un état ou d'une situation à un autre, pensé a priori comme une mise en équilibre ou une mise en ordre de la situation. Donc je me suis attaché ici, moi, à décrire les stratégies les plus informelles qui visent à atténuer les désordres, mais aussi à éviter les pratiques plus coercitives d'un service de psychiatrie. Ainsi, la négociation est apparue comme une pratique courante, quotidienne, régulière dans les services. Initiée aussi bien par les professionnels que par les personnes hospitalisées, elle consiste en une série de démarches entreprises pour aboutir à la satisfaction exprimée des parties engagées. Elle concerne aussi bien le souhait de vouloir quitter le service, celui de vouloir téléphoner, celui de vouloir récupérer ses vêtements civils, mais aussi celui de demander à prendre le traitement médicamenteux, à s'alimenter, à respecter les consignes du service. Et ces différentes négociations quotidiennes, régulières, participent à désamorcer toute une série de situations possiblement conflictuelles. Mais le processus d'apaisement ne se joue pas uniquement dans les interactions avec les professionnels de santé. Les relations entre personnes hospitalisées se tissent à tous les instants de vie du service. La solidarité et l'entraide participent parfois à prévenir des situations de désordre. Alors que l'heure du repas est signalée et que la plupart des personnes hospitalisées s'y dirigent, sans bruit, en s'arrêtant pour prendre leur traitement, M. H exprime à toute voix son refus d'être hospitalisé et de prendre son traitement. Tout en se dirigeant vers la salle à manger, son voisin de chambre se rapproche de lui et lui glisse à l'oreille « Tu ne devrais pas faire ça. Prends ton médicament, viens manger à côté de moi et je t'expliquerai comment ça fonctionne. » M. H a écouté son voisin et tout s'est bien passé. L'entraide entre les personnes hospitalisées est quotidienne et soutient les processus d'apaisement présents. Il existe aussi tout un ensemble de situations qui ne sont pas associées directement au travail thérapeutique, mais qui semblent pour autant jouer un rôle crucial dans les processus d'apaisement présents dans le service. Plusieurs situations pourraient être décrites, mais j'ai envie d'évoquer une en particulier, c'est la pause cigarette, qui est partagée entre les professionnels et les personnes hospitalisées. Que ce soit à travers le vocabulaire utilisé, « passe-moi des feuilles »,« est-ce que tu peux me rouler une cigarette », des choses comme ça. Les postures corporelles, j'y reviendrai, les gestes. À travers tous ces éléments-là, les personnes en présence, professionnelles et personnes hospitalisées, forment un groupe autour de pratiques et de sensations plus ou moins partagées. Et se met en place une sorte de processus d'appartenance qui dépasse les rôles et les identités. Deuxièmement, ces conditions d'interaction qui sont à la marge du fonctionnement classique du service, qui ne sont pas les objectifs principaux du service, participent à produire ce que Goffman appelle une distanciation des rôles. Et cette distanciation des rôles, elle se joue aussi bien pour les professionnels que pour les personnes hospitalisées. L'espace d'apaisement, une fois ouvert, semble à sa manière participer à cette même dynamique, ouvrant un nouvel espace intermédiaire, ni totalement associé aux ressources occupationnelles proposées habituellement, ni inscrit dans un protocole de soins classique pour l'instant. C'est pas moi. L'espace d'apaisement apparaît comme une situation originale du service qui donne l'opportunité de modifier les postures, les relations et peut-être même les identités. La position assise au sol, accroupie sur un tapis, le fait de partager ses goûts musicaux, de dessiner, bouscule l'image habituelle des soignants et celle des patients. À travers l'observation de cette technique du corps, il semble que les effets de cette pièce est de modifier les relations soignants-soignés en apportant un espace de marge, un espace d'entre-deux qui se détache des catégories habituelles et des techniques du corps déployées dans le reste du service. La possibilité de se mettre par terre est important symboliquement, de la même manière que le fait de s'asseoir côte à côte quand on fume une cigarette, ça bouscule les identités, les rôles et les postures de chacun. L'espace d'apaisement, bien que de petite superficie, accorde une liberté de mouvement et de position. Cela instaure une dimension informelle à la relation qui la rend moins contrainte, moins déterminée,
par les rôles a priori des soignants comme des personnes hospitalisées. Ces temps interstitiels soutiennent en partie l'équilibre, l'ordre relationnel du service. Au-delà d'une pièce, il semble alors intéressant d'explorer davantage en quoi l'apaisement est une façon d'être en relation avec l'autre, dans un contexte donné. Le détachement des rôles, les processus d'appartenance existent dans les différents interstices des services de soins. Les situations vécues à la marge des activités principales semblent alors jouer un rôle essentiel dans les processus d'apaisement. Ces éléments renvoient à l'idée que la matérialisation d'un espace d'apaisement doit faire et fait écho aux différents espaces interstitiels déjà utilisés par les acteurs du service. Que l'apaisement peut être appréhendé comme un processus produit au cours des interactions, dont les différents acteurs en sont les principaux porteurs, et qu'il agit, entre autres, sur les relations. Voilà, je vous remercie. Alors, nous vous proposons de nouveau un petit dialogue là qui s'appelle l'anthropologue et l'usager, avec de nouveau mesdames Souchman et Medioui, sur un texte de Monsieur Cadeau. C'est ici? Vous êtes bien l'anthropologue? Oui, tout à fait, je vous écoute. J'ai un problème. Usagère, je cherche où l'hôpital ne fonctionne pas. Et l'on m'a dit que vous aviez travaillé sur ce paradoxe d'un espace d'apaisement échappant en partie à sa finalité thérapeutique. Vous êtes ici chez vous. Notre travail consiste justement à mêler les réflexions des pédagogues, sociologues, psychologues, historiens et autres anthropologues à celles d'usagers comme vous de la psychiatrie. Je ne vois pas de philosophe. Ah non, vous savez, ces gens-là se soucient peu des faits et n'ont pas du tout la culture de la co-construction d'un savoir entre multiples chercheurs. Ce que vous faites. Oui, le terrain. Le terrain. Porter la parole des gens du terrain, il n'y a que cela de vrai. Notre perspective est éminemment émique. Et quoi? Émique, de l'anglais émique, par opposition à éthique sans H. Et ce afin de distinguer le niveau des acteurs, émiques, en l'occurrence celui des usagers de l'hôpital, de celui éthique des observateurs que nous sommes. Si c'est émique, systémique. Cela s'explique parce que si nous partons bien du sens donné que les personnes concernées, notre métier, nous oblige cependant à le reprendre pour l'exprimer en une vérité générale, appropriable par tout un chacun. À commencer par ceux que vous appelez les personnes concernées. Dans l'idéal, atteint souvent au travers des professionnels de la santé qui s'en occupent, à condition toutefois qu'ils acceptent de lire nos publications ou de participer à nos formations. Sinon, demeure la communauté internationale des chercheurs en sciences sociales, tout comme vous, chercheurs en sciences sociales. En effet, mais nous nous éloignons là du terrain comme de votre question, car je peux vous rapporter 2 faits où à l'hôpital, j'ai vu oublier l'hôpital. Oui, je venais là pour ça. Vous ne repartirez pas donc sans savoir que j'ai remarqué qu'à l'hôpital, le partage de cigarettes entre soignants et soignés dans les espaces fumeurs, tout comme entre ces mêmes catégories de personnes, l'échange de musique rendu possible par cet espace d'apaisement libérait la parole. C'est aussi là, je crois, que votre instinct d'anthropologue trouve matière à se libérer. Je pense bien. Éloignés de la pression psychologique que les chambres et les couloirs exercent sur leur esprit, les malades commencent à me parler d'eux-mêmes, plus spontanément, je dirais plus librement. Et de simplement observateurs, vous devenez pleinement participants. Parce que tous, tant que nous sommes soignants, soignés ou anthropologues isolés, devenons également relâchés et détendus, ce que prouvent les postures de nos corps. Comme si en ces lieux, l'être humain se révélait en tant qu'être humain et non en tant que malade ou infirmier. C'est là que j'appelle l'effet machine à café. Qui s'évapore, je suppose, aussitôt que les gens s'en éloignent. Oui, quand chacun reprend son rôle. Et que le patient, privé de sa liberté, rentre dans sa geôle. Le souci d'exactitude des faits me pousserait à parler des parties communes de Lucie. Unité de surveillance intensive. Unité de soins intensifs. Où la séparation des soignants et des soignés est de nouveau à son maximum. Les premiers exténués par la multiplicité de leurs tâches, les seconds privés de toute occupation et réduits à tourner en rond dans un service fermé. Comment voulez-vous empêcher que les corps alors ne se tendent et n'expriment de la violence ou que d'autres au contraire ne s'enferment dans le mutisme?
Vous résumez là magnifiquement bien ce que l'un des fondateurs de la psychiatrie institutionnelle, Jean Houry, reprochait à l'hôpital psychiatrique traditionnel, à savoir sa propension à produire sur la santé du malade des effets inverses à ceux recherchés. Pour ce faire, ce psychiatre recourait même parfois au terme médical de pathoplastie. Mot merveilleusement composé à l'ancienne sur 2 racines grecques. De pathos, affection physique ou morale, Ou plus simplement passion, comme ces passions tristes substituées à la parole libre et pacifiées des espaces fumeurs ou d'apaisement. et de plastie, Qui contient l'idée de modelage ou formation de ces passions par l'effet délétère d'un hôpital sur des êtres humains, par définition plastiques, c'est-à-dire susceptibles de se transformer en bien ou en mal. J'irai jusqu'à parler d'un hôpital matière plastique, générant par son fonctionnement même des situations explosives destructrices, des personnes errant en son sein ou sculptant au contraire plein de nouvelles formes merveilleuses. Toute réflexion faite, je crois que vous vous plairez beaucoup chez nous. Mais vous avez auparavant à fréquenter quelques philosophes, et ce, afin d'élargir votre perspective sur cette question. Prends ton texte. Merci à vous. Alors, nous allons passer à présent à la deuxième partie de la présentation, là, des espaces d'apaisement. Et après dans l'expérimentation du prototype sur le G28, sur le site d'Avron, le projet a donc été élargi et se déploie actuellement sur 5 autres sites du GHU. Pardon. Chaque site travaille à partir d'un socle commun, mais dans un contexte et une histoire de service différents. Tout ceci est venu donc réinterroger la conception des espaces d'apaisement et permettre d'intégrer une certaine diversité. Pour aborder ces questions, je vais à présent passer donc la parole à Madame Vernejoul, qui est designeuse au LABA. Merci. Bonjour à tous. Oui. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui 5 expérimentations au sein du GHU qui sont réparties sur 3 sites. Donc 2 espaces d'apaisement au sein de l'hôpital Henriet, qui est situé dans le 13e arrondissement, 2 espaces qui sont sur le site de La Salle, dans le 19e, et enfin un espace d'apaisement au sein de l'hôpital du jour Armaillé, dans le 17e arrondissement. Donc ces 5 expérimentations, ça nous offre en fait des contextes variés, des contextes en termes de prise en charge, parce que nous avons des structures de soins diverses, donc un hôpital de jour, des unités d'hospitalisation, mais aussi des unités de soins intensifs. Et c'est vraiment cette diversité qui va vraiment influencer la conception et qui même va permettre en fait de nourrir la proposition globale des espaces d'apaisement. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, nous avons utilisé pour ces 5 expérimentations la même méthodologie de projet que pour le prototype. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à mi-chemin des expérimentations. Il y a 3 espaces d'apaisement qui ont déjà ouvert. 2 sont en cours d'évaluation et pour 2 autres, les travaux vont bientôt commencer. Alors effectivement, progressivement, au fil des expérimentations, il y a un socle commun qui se dessine, un socle, dirais-je, autour des usages de cet espace, et puis aussi des intentions de conception qui sont partagées par toutes les expérimentations. Donc, dans les fondamentaux et l'usage de ces espaces, un point important, on l'a déjà dit, c'est la porte qui n'est jamais fermée à clé de l'extérieur. Et que bien sûr, cet espace, c'est sur libre consentement et à l'initiative du patient ou proposé par le soignant. On a aussi des intentions de conception qui sont partagées. Un des fils conducteurs communs aux 5 espaces, dirais-je, déjà, c'est l'idée qu'on voulait rompre vraiment avec l'esthétique hospitalière, donc à travers effectivement des matériaux, des couleurs,
des matières, mais aussi des objets qui sont ressources, par exemple les livres. Donc c'est une ressource, mais c'est aussi un moyen de se rapprocher de l'univers domestique. Souvent à la maison, une bibliothèque, ça crée voilà, un espace chaleureux. Donc c'est vrai que ces livres, par exemple, on les met beaucoup en valeur dans les espaces d'apaisement comme ressources, mais aussi comme point d'entrée d'un espace plus sécurisant. Ce qui m'amène à parler aussi de l'importance de la sensorialité. On en a déjà parlé, le toucher, mais aussi la lumière. Donc on travaille au LABA sur vraiment la qualité de la lumière et de sa perception, notamment avec des vitrophanies, qui sont des films adhésifs qu'on pose sur les fenêtres et qui permettent à la fois de filtrer la lumière, de la moduler sans l'obstruer. C'est un peu comme des vitraux dans les églises, vous savez, qui projettent aussi des ombres colorées, donc on peut avoir ces effets-là. Et ça permet aussi de mettre à distance un extérieur qui n'est pas toujours approprié. Donc on a parlé aussi de l'idée d'incarner l'accueil, l'intention d'attention dans les différents détails de l'espace d'apaisement. Et ça commence dès le seuil, avec à l'entrée un mot de bienvenue en 3 langues. Restaurer le pouvoir d'agir, bien sûr, donc à la fois restaurer le pouvoir d'agir en proposant des ressources diverses, donc, comme la lecture, la musique, où on en a parlé, le tableau noir, qui est largement plébiscité par les patients et qui permet à celui-ci de s'exprimer. Et enfin, proposer une liberté de posture. On l'a vu à travers différentes assises, de favoriser aussi l'intimité, la relation soignant-soigné, aussi d'avoir une liberté gestuelle, l'idée par exemple pour qu'on puisse se balancer éventuellement, qui est finalement un geste qui se fait peu à l'hôpital. Donc de proposer voilà, une certaine liberté. Alors cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, elle s'enrichit au fil des expérimentations. Tout comme les fondamentaux, en fait, qui vont eux aussi s'enrichir, bien sûr. Alors, vous avez ici ce qu'on nomme les essentiels. Les intentions sont devenues voilà, des dispositifs, des objets, des propositions mobilières, pour certaines qui vont être pérennisées, et pour d'autres, en fait, qui vont être améliorées. Donc, c'est déjà le cas, par exemple, pour le dispositif musical, qu'on est en train de vraiment retravailler pour obtenir une meilleure qualité d'écoute, non seulement dans l'acoustique, donc dans le traitement de l'espace, mais aussi dans l'interface musicale. Autre enjeu important sur les aménagements, c'est l'harmonisation. Donc l'idée qu'on puisse, à travers ces différents dispositifs et objets, trouver une écriture, une identité commune qui soit, voilà, qui marque l'identité des espaces d'apaisement du GHU. Je pense qu'on commence déjà un peu à avoir un paysage qui se dessine, parce que ces dispositifs sont orientés tous vers l'idée de dispositifs qui soient légers, donc légers en termes à la fois de coût, mais aussi de mise en place, qui ne nécessitent pas beaucoup de travaux, et puis des dispositifs qui soient mobiles et versatiles, qu'on puisse aussi utiliser de différentes manières, donc ce qui répond bien aussi à cette idée d'appropriation par les patients de l'espace et des objets qui se trouvent dans cet espace. Enfin, la prochaine étape, donc, c'est de déployer ces espaces à l'échelle du GHU à travers une charte des apaisements qui va être coécrite avec toutes les parties prenantes de ce projet. Donc une charte en 2 volets. D'une part, des outils de conception qui vont pouvoir soutenir l'équipe dans la création et la conception d'un espace d'apaisement, avec des ressources matérielles, des recommandations d'équipement, de travaux, et des recommandations aussi des ressources immatérielles, des ressources autour de la formation, sur à la fois la prise en main de ces espaces, et puis aussi sur la manière dont ils peuvent venir soutenir la relation soignant-soigné. Et puis un deuxième volet de ressources documentaires. Nous souhaitons capitaliser sur toutes nos recherches qui ont été faites durant ces expérimentations, donc
de la documentation, un état de l'art, une revue de littérature et le retour d'évaluation de l'expérimentation des 6 espaces. Nous en sommes au tout début de l'écriture de la charte, mais l'idée c'est vraiment de prendre en compte les enseignements de ces 6 expérimentations. On ne veut pas, l'idée c'est pas de dupliquer, non, de dupliquer de manière unique un même modèle, mais bien en fait de décliner au singulier, dans la singularité, les espaces d'apaisement. Donc de proposer un socle commun avec des ressources qui soient matérielles et immatérielles, dont les équipes puissent se saisir et qui puissent en fait, en fonction de leur projet de service, ajuster et vraiment décliner et se l'approprier. Parce qu'avant tout, les espaces d'apaisement, c'est un projet vraiment porté par une équipe et un service. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons écouter à présent Madame Gesselin, qui est donc architecte et qui va nous parler du projet du G19. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler de la conception qui a été menée un petit peu en parallèle que le G28 pour le G19 et le G05. C'est une conception qui a été menée l'année dernière, avec des travaux qui ont été réalisés et terminés cette année, et qui a été menée du coup entre les services G19, G05 et notre service des travaux et de l'ingénierie qui s'appelle la DITMP. Pour ça, on a fait plusieurs réunions sur place afin de comprendre les enjeux de ces espaces, puisqu'à l'époque, le G28 n'était pas du tout terminé, était encore en expérimentation, donc il a fallu aussi, nous, adopter une conception qui évolue. Il y a eu des premières hésitations et des confusions entre est-ce que c'est un espace d'isolement, d'apaisement, qu'est-ce qu'on y fait. Au fur et à mesure des réunions, on a pu faire ressortir les notions principales programmatiques, à savoir que c'est un espace de retrait, dédié pour le patient afin de lâcher prise, se détendre, et dans le but d'éviter le recours à l'isolement et à la contention. Et également, les services nous ont demandé et souhaité d'utiliser des mobiliers non fixes qui puissent se retirer ou s'extraire de la pièce selon les besoins. Donc ça a corroboré assez bien avec la définition que fait l'HAS de cet espace, et ce qui nous a permis de démarrer la conception. Donc pour mener la conception, on le voit sur les 3 images là, on a adopter un concept lié à la division des pièces en sous-espaces, lié aux fonctions. Donc on a on essaie d'avoir un espace banquette dans ces espaces qui permettent de s'allonger, de se reposer, d'échanger avec un soignant autre part que le poste de soins ou la consultation, et également de manière différente. On a un espace alcôve avec un fauteuil où on peut se balancer, étendre ses jambes, lire, et en fait on l'a pensé un peu comme une symbolique autour de la cheminée ou du cocon, où on a voulu donner un effet un peu enveloppant par la couleur, les formes, etc. Également un espace bureau pour écrire et un espace tableau noir dont on a déjà parlé pour l'expression libre, et ces 2 dispositifs afin de favoriser l'introspection et l'évasion écrite, dessinée, etc. On a également proposé des thèmes au service, donc je vous montrerai après. C'est des thèmes d'ambiance apaisante que les services pouvaient... Enfin, on proposait plusieurs thèmes et les services pouvaient choisir. Là, en fait, le G19 et le G05 ont choisi le même thème, qui c'était une image, je peux vous la montrer tout de suite, qui est là, une image de forêt un peu lumière rasante, où les couleurs et les matérialités étaient très vertes, très naturelles, très boisées. Le G19, donc l'autre site qui est à Le Mercier, est un peu spécifique parce qu'on s'est servi un peu des exemples du G05 et du G19 d'Henriet pour mener la conception à Le Mercier, mais c'est vraiment une adaptation à une particularité, puisqu'en fait, à Le Mercier, la demande supplémentaire, c'était que le patient puisse s'allonger et dormir quelques heures, voire une nuit dans cet espace. Donc c'est un petit peu déjà un hybride de l'espace d'apaisement. Dans la réponse formelle, donc je peux passer à la suite, on a les photos des réalisations faites au G19 et au G05 à Henriet. Donc pour la notion des sous-espaces, on a souhaité les marquer par la couleur
des peintures, des effets de matérialité. Pour les mobiliers qu'on a sélectionnés, on a préféré des mobiliers moelleux et robustes. Et grâce à la lumière, marquer différentes ambiances lumineuses de ces sous-espaces. Donc en fait, les dispositifs lumineux sont réglables en intensité, en couleur. C'est le patient qui décide un peu de ses envies. Par exemple, au-dessus de la banquette, on a privilégié de mettre des bandeaux LED qu'on puisse régler juste avec une petite manipulation. Et au-dessus du fauteuil, plutôt une constellation de LED qu'on peut allumer et éteindre selon ses envies. Et puis des lumières un peu mobiles qu'on peut disposer dans la pièce, type galet ou petites lampes que l'on voit allumer sur les images. Et donc à présent, au G19, donc deuxième étage, l'expérimentation est en cours depuis quelques semaines entre le LABA et les services. Au sixième étage, l'espace est en train d'être ouvert, donc les expérimentations vont commencer. Voilà. Et on espère que grâce à tout ça, on pourra établir un cahier des charges ou une charte que l'on pourra proposer au démarrage de chaque nouveau projet. Actuellement, comme la charte est en cours d'être construite, on détermine, on enrichit le LABA, la DITMP, des essentiels ou une méthodo pour pouvoir démarrer chaque nouveau projet. Le cahier des charges, bien sûr, ne sera pas exhaustif. Il laissera libre à l'adaptation, notamment en locaux qui soient existants ou neufs, aux spécificités programmatiques, comme on vient de le voir avec le foyer Le Mercier, et il proposera un catalogue de références qu'on pourra utiliser, enrichir, supprimer, etc. Donc on imagine assez bien que ce cahier des charges reprendra des prérequis qu'on a pu lister. Il y a des prérequis un peu architecturaux, notamment que ce soit une pièce dédiée, qui ait une source de lumière naturelle, qu'on puisse voir sur l'extérieur directement, qu'on puisse le partager ou être seul dans cet espace, qu'on puisse s'évader et proposer des activités, et également des références d'ambiance, de matériaux, de matériel et de mobilier qu'on puisse peut-être cocher ou choisir, ou je ne sais pas trop comment on verra comment on le formalise, mais que ce soit déjà un catalogue avec plein de références. On enrichit actuellement le catalogue mobilier au fur et à mesure des conceptions, par exemple. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant, pour terminer un peu ces interventions sur les espaces d'apaisement, avoir deux témoignages, des premiers retours d'expérience d'espaces d'apaisement qui sont en cours d'utilisation. Donc, le premier retour d'expérience va être présenté par Madame Samia Ledouni et Madame Clémentine Denier pour le G19. Donc, vous avez ouvert votre espace au mois d'août. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme retour d'expérience sur cette ouverture et sur l'utilisation de cet espace dans votre service? Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est vrai qu'on a ouvert, le service a ouvert, l'unité de soins intensifs, enfin pas l'unité de soins intensifs, l'unité fermée a ouvert en février de cette année. Et on a décidé de mettre en place un espace d'apaisement en lien avec le LABA. Donc on a réfléchi à ça et on a ouvert cet espace d'apaisement en août. Donc c'est très récent. C'est très récent, donc on a très peu de retours là-dessus. On a ouvert, on est très content de cet espace d'apaisement qui nous permet d'avoir un lien différent avec le patient, qui nous permet de créer autre chose, d'être en dehors du soin technique et d'être plutôt dans un soin relationnel, de permettre d'apaiser un patient qui est en phase aiguë. On a pu voir que ça a pu atténuer certaines situations, apaiser certaines situations, mais que ça ne permet pas de ne pas avoir lieu à la contention ou à l'isolement forcément, malheureusement. Mais c'est vrai que pour le moment, on est à l'étape de l'évaluation. Alors peut-être vous pouvez nous décrire un petit peu la façon dont fonctionne cet espace d'apaisement. Quel choix vous avez fait sur les ouvertures, sur la façon dont les patients peuvent accéder à l'espace? Donc du coup, cet espace, elle est ouverte pour le moment 2 heures que dans l'après-midi. Et on est libre en tant que soignant, donc infirmier, aide-soignant, infirmier, d'y accéder avec un patient ou plusieurs. Donc faire des séances individuelles ou collectives avec nos patients en fonction des demandes du
du patient ou en lien avec nos médecins. Et quand vous parlez de séance, vous pouvez décrire un petit peu ce qui s'y passe, ce que vous y proposez? On peut vous donner un exemple d'une patiente stressée qui déambule dans le service. Donc on lui propose d'aller dans l'espace apaisement pour se poser un petit peu et si elle a envie d'être accompagnée par un soignant ou avec d'autres patients. L'exemple de cette patiente, dernièrement, je l'ai accompagnée dans cet espace. Elle ne voulait pas en fait être en compagnie d'autres patients. Donc elle voulait être toute seule avec un soignant. Donc ça a duré 5-10 minutes à discuter. Elle voulait mettre de la musique durant cet entretien, de la musique apaisante. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en sortant de cette mini-séance, entre guillemets, la patiente s'est sentie très apaisée de ce qu'elle a pu ressentir après. Voilà, donc ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Mais les patients peuvent y aller à plusieurs. Donc, comme disait Clémentine, c'est ouvert de 15h à 17h en accès libre. Mais rien n'empêche de leur ouvrir la pièce le matin ou l'après-midi. C'est vraiment en fonction du besoin du patient sur un moment de la journée. Et les patients sont très en demande en fait d'y aller pendant la journée. Et ce qu'ils utilisent le plus dans cet espace, c'est surtout la musique. Le tableau ardoise aussi, ce qui leur permet de s'exprimer en fait librement, de faire un dessin, d'écrire un poème. Et c'est surtout la musique. Ils respectent bien les consignes, c'est-à-dire qu'ils y vont jamais à plus de 4-5. De toute façon, c'est un petit espace. Donc, on a remarqué qu'ils respectaient bien en fait, le nombre maximum de personnes dans cet espace. Et voilà. Vous avez eu des questions par rapport aux usagers? Comment vous avez présenté cet espace-là aux usagers? Comment vous leur avez expliqué le fonctionnement de l'espace? En général, on leur présente cet espace quand ils arrivent dans le service. On a pu, avec l'équipe du LABA, avoir une petite fiche explicative à leur donner à leur arrivée comme un livret d'accueil en fait. Donc, et on leur présente cette salle. Donc le retour des patients en général, ils en sont très très contents. Et vraiment, nous, je parle au nom de toute l'équipe du G19, du 2e étage, on a vraiment de la chance en fait d'avoir un espace dédié un peu privilégié dans ce service fermé. Voilà, donc... Alors justement, là, vous parlez un petit peu de l'équipe et du Oui. retour de l'équipe. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose sur vos pratiques, sur la façon de concevoir justement ou d'aborder en tout cas les états d'agitation ou de prendre un peu en amont les situations que vous sentez potentiellement compliquées? Est-ce que cet espace-là, est-ce que la création de cet espace-là vous permet d'envisager les choses un peu différemment par rapport à votre fonctionnement antérieur? C'est vrai que c'est un outil en plus, donc ça va être un plus dans notre pratique. On attend aussi pas mal de formations pour développer davantage et pour être davantage à l'aise avec cette nouvelle pièce, parce que c'est vrai que c'est nouveau pour nous, donc il faut aussi qu'on apprenne. Mais c'est vrai que ça nous aide peut-être à plus développer le côté relationnel et prendre le temps avec les patients, en fait. Et donc ça, on aime bien, même pour nous, c'est agréable de pouvoir se poser avec un patient et d'avoir ce lien privilégié, un temps dédié hors des soins conventionnels.
D'accord. Et du coup, vous parlez là de formation et de questionnement sur un peu le fonctionnement. Vous avez rencontré des difficultés sur l'utilisation au départ de cet espace-là? Vous avez eu puisque vous parlez de formation, ça veut dire qu'il y a un moment où vous êtes senti un peu démuni sur l'utilisation des outils ou sur la façon de proposer aux patients les outils qui étaient à disposition? En fait, on aimerait l'investir davantage et en fait, on aimerait, avec tout le matériel qu'on nous a mis en place, c'est-à-dire les fiches de yoga, on aimerait avoir un petit peu plus de formation parce qu'on se sent pas légitime à présenter à une séance de yoga à nos patients. On n'est pas formé à ça, donc, et ça nous intéresserait vraiment beaucoup d'avoir ce genre de formation et de pouvoir le proposer pour pouvoir l'investir encore plus. Et justement, est-ce que les patients utilisent spontanément, eux, les petites fiches qui sont à leur disposition? Non, pas ou c'est tellement. vraiment la musique et le tableau qui sont Ouais. les deux outils Ouais, les plus vraiment, utilisés? ils y vont vraiment pour la musique. D'ailleurs, on a un peu, on a un peu réduit le temps de musique dans cette pièce-là parce que on a remarqué que les patients étaient intéressés que par ça pour certains. Et puis le problème, c'est que il faut qu'on soit présent avec eux pour pouvoir leur mettre de la musique, parce que déjà on a un problème de réseau qu'on est en train d'améliorer, et il faut qu'on soit présent. C'est vrai que on manque, on va dire, on manque un petit peu de temps pour y aller avec eux en fait. On essaye de leur laisser en accès libre, mais ils sont en demande d'être accompagnés en fait par un soignant. Donc c'est là aussi, quand on parle de difficultés, c'est qu'on est un peu frustré de ne pas pouvoir l'investir et les accompagner davantage pendant les temps dédiés. D'accord. Et est-ce que globalement sur l'alliance thérapeutique, vous avez le sentiment que ça a un impact positif auprès des patients? Oui, Ouais. Complètement. Vous avez un exemple peut-être de situation où la compliance ou en tout cas l'acceptation des soins était difficile et où, en passant par cet espace-là ou par une proposition autour de cet espace-là, les choses ont pu se dénouer? On n'a pas d'exemple précis à vous donner, mais c'est vrai que dans le relationnel et dans le lien de confiance, on voit que c'est beaucoup plus présent, qui nous font plus facilement confiance, parce qu'on a partagé un moment avec eux, on a pris ce temps avec eux, et du coup ça a permis ce lien de soignant-soigné, en fait, tout simplement. Et c'est peut-être aussi parce que c'est un moment qui sort un peu du cadre habituel. Oui, totalement. Vous êtes dans un positionnement, une posture un peu différente de ce que vous avez en tant que soignant habituellement. Ouais. Ça, vous le ressentez aussi au niveau de... Ouais. Et les patients vous le verbalisent? Oui. Ouais. Ils sont vraiment contents de passer du temps avec nous. Sur des modalités différentes. C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, nous vous remercions beaucoup. Et donc, nous allons avoir un deuxième témoignage de Madame Boumediane du G2021. Donc, posons d'emblée. Donc, je m'appelle Pascale Boumediane et je travaille à l'hôpital de jour Armaillé, c'est dans le 17e arrondissement. Posons d'emblée le cadre concernant la clinique spécifique de l'HDJ. Nous accueillons des patients dits subaigus, c'est-à-dire non stabilisés, et cette clinique manifeste des comportements très variés qui vont de la prostration, de l'apragmatisme à l'excitation désordonnée qui peuvent conduire jusqu'au passage à l'acte. L'hôpital de jour Armaillé était délabré. La peinture jaune des murs était, avec le temps, devenue marronasse. Là où subsistait une couche de couleur blanchâtre et très poussiéreuse, juste en dessous des plafonds, la peinture s'écaillait, tombait et le plâtre tombait avec. L'hôpital de jour s'effritait. Je découvre les locaux en mai 2016 quand je commence à y travailler. Très vite, je m'habitue aux canalisations rouillées, aux fuites, fissures, ébréchures, et je les aime même. Je ne prends conscience de l'extension du domaine de la destruction
que lorsqu'une secrétaire très chic, venant d'une clinique privée et prenant son poste un lundi matin à l'HDJ, découvre nos chères ruines d'un œil neuf. Et son regard est lucide, impitoyablement lucide. Elle fait irruption au poste de soins en haut talon, cheveux auburn luxueusement permanentés, une sacoche élégante en bandoulière, peut-être son ordinateur portable. Nous, l'équipe, nous l'accueillons chaleureusement. Mais elle a repéré le cafard qui traverse le panneau d'affichage. Il la nargue presque. On pourrait presque dire que l'hôpital public insalubre lui tire la langue à la secrétaire si sophistiquée. Promptement, une collègue ergothérapeute réagit car nous avons absolument besoin d'une secrétaire. Le poste est vacant depuis un moment. Elle saisit l'ergothérapeute, un flacon de gel hydroalcoolique, et elle écrase le cafard. La secrétaire, recrutée en CDD, n'est pas dupe. Quelques heures plus tard, elle nous annonce qu'elle a réfléchi, qu'elle s'en va, qu'elle ne reviendra pas, elle ne terminera pas sa première journée de travail. Effectivement, on ne la reverra jamais. Bref, les locaux sont rénovés en 2020 à l'issue de la crise sanitaire. L'équipe et les patients déménagent 2 fois. On met tout dans des cartons et on se terre au sous-sol du bâtiment. L'HDJ est réaménagé, nous remontons du sous-sol sans les cartons. Certains sont restés à la cave, trop lourds pour y être remontés, et d'autres ont disparu dans les hangars de Perret-Vaucluse, où ils avaient été entreposés. Nous remontons au premier étage. Nous avons perdu des cartons, mais nous avons gagné des pièces et des bureaux et des portes. L'HDJ est splendidement blanc. Ses nombreuses portes sont d'une belle teinte vert amande ou vert tilleul. Et les huisseries sont juste vernies. Le grain du bois est apparent, c'est presque beau. Le lino est couleur terre, presque beau aussi. C'est inespéré. On a gagné une salle d'apaisement. Minuscule, précieuse. C'est une pièce sans téléphone et sans photocopieuse, sans fonction autre que d'être presque vide, afin d'être remplie seulement de l'état d'un patient ou d'une patiente. C'est une pièce où l'on peut se mettre à part des autres. C'est une pièce où l'on peut exhiber son besoin d'être à part en laissant la porte ouverte. C'est une pièce où l'on peut dissimuler son mal-être en fermant la porte. Mais ces salles d'apaisement sont-elles des espaces réellement souhaitables ? Ne serait-elle pas plutôt l'avènement de ce qui est encore faisable en psychiatrie ? Dans des services hospitaliers où l'on va croiser de moins en moins de soignants disponibles pour véritablement et patiemment écouter l'angoisse des personnes en souffrance. Dans les services intra, dans les services d'hospitalisation complète, de plus en plus, on fait ce que l'on peut faire. On travaille à ce que l'on estime faisable à plus ou moins courte échéance. On aménage des pièces pour accueillir l'angoisse. On aménage des espaces pour faire une place à l'angoisse dans un lieu plutôt qu'au creux d'une oreille, l'oreille attentive d'un soignant hyper disponible. Puisqu'on manque de personnel, créons des salles d'apaisement. On peut poser la question de façon encore plus aiguë. Est-ce que la pièce ne vient pas se substituer aux hommes et aux femmes qui soignent et au temps dont ils ne disposent plus ? Ne taisons pas nos doutes, ne taisons pas notre plaisir. Monsieur Passerelle. C'est le faux nom d'un vrai patient de l'HDJ. Pour le pseudo, je ne suis pas allée plus loin que le synonyme. Monsieur Passerelle, donc, a du mal à franchir la porte de l'hôpital de jour. Le seuil constitue un obstacle. L'homme piétine ou va et vient derrière la porte. L'homme fait longtemps des ronds dans le rectangle du palier avant d'ouvrir la porte d'entrée en verre du service. Porte en verre, porte transparente. Il entre. C'est difficile, parce qu'au-delà de la porte, dans le service, c'est devant le regard des autres qu'il débarque et déambule. Déambule et soliloque à voix haute. Ça le gêne d'être vu, entendu, observé, épié, que les autres soient témoins de son agitation. Pas de chambre où se retrancher à l'HDJ. Si la salle d'apaisement est libre, il y va, et il ferme la porte opaque. Elle arrête les regards, elle abrite, elle cache. On l'a presque oublié là, un soir, cet homme. L'un des noms proposés pour la salle par les soignés à l'occasion d'un vote était le refuge.
Une idée plus belle que celle de l'apaisement, parce que formaliser l'intention de s'apaiser désigne déjà un objectif, comme une demande à un retour au calme. Elle est cette attente venant des soignants, l'apaisement n'étant pas nécessairement l'horizon de la personne souffrante. Le refuge invite à un autre imaginaire. Je l'imagine, ce refuge à la montagne, avec une vue. J'imagine de la neige et des vallées. Pas des gouttes ou une injection, ou un si besoin, si l'apaisement n'advient pas. Si la salle d'apaisement est occupée, M. Passerelle s'enferme dans les toilettes. C'est moins agréable comme espace de repli. Donc vive la salle relax. C'est comme ça que les patients ont nommé la salle. Et pour conclure, quelques phrases d'Antonin Artaud. J'étais homme, mais les portes, avec leur serrure de colère, voulaient me voir me penser moi-même, en animal, admettre enfin mon animalité. Et c'était ce que je ne pouvais accepter. Je me méfiais de chaque porte où passer, dont aucune ne m'apparaissait sûre, et je ne savais pas si c'était des portes qui donnaient sur des prisons du monde ou sur l'espace des éternités. Pourquoi sommes-nous aussi enfermés, ne cessaient de mugir les portes avec leurs serrures et leurs clés, nous qui sommes tout ce qui a voulu t'enfermer. Merci beaucoup pour ce témoignage très parlant. Donc ainsi s'achèvent ces présentations. Tous ces témoignages ont souligné comment ce projet de création d'espaces d'apaisement a su faire appel à la dimension inventive et collaborative des équipes et comment chaque protagoniste a contribué à améliorer par la mise en œuvre de ces projets les conditions d'accueil et de soins des usagers de la psychiatrie. Donc l'histoire est terminée et merci de votre écoute.